Et on retrouve nos deux débatteurs de la deuxième heure, Georges Fenech et Vincent Roy. On avait commencé à parler de Gérald Darmanin. Alors, c'est vrai qu'il ne quitte pas la scène médiatique dès le premier jour de Noël, alors que les autres défont leur carton. Georges Fenech, on imagine, vous connaissant un petit peu, en tout cas vous écoutant de loin, que vous avez observé les réactions de vos amis de syndicats de la magistrature qui craignent un recul du respect de l'état de droit avec l'arrivée de Gérald Darmanin. Vous savez, M. Darmanin arrive de la place Beauvau. Alors déjà, arrivé directement du ministère de l'Intérieur au ministère de la Justice, les juges se disent qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe? Bon, et on lui ressort évidemment certaines de ses déclarations, le fait qu'il ait accompagné la police lorsqu'elle s'est plainte de la justice. Bon, donc à partir de là, quand j'entends M. Darmanin dire, ça vient d'être rappelé par le journal tout à l'heure, il veut construire des centres de rétention pour les courtes peines. Oui. Pour faire exécuter les courtes peines. Mais encore faut-il que les courtes peines existent. Oui, effectivement. Elles n'existent plus. Oui, c'est vrai. Depuis 2021, de Nicole Belloubet, depuis 2021 avec la réforme, vous savez, de Belloubet, jusqu'à 1 mois, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'un tribunal ne peut pas mettre 15 jours. Ne peut pas mettre 3 semaines de... C'est là que son tandem avec Bruno Retailleau intervient peut-être. 1 mois à 6 mois, quand le tribunal dit, par exemple 5 mois, jusqu'à 6 mois, il est obligé sur le siège de transformer cette peine en autre chose. C'est-à-dire... travail d'intérêt général, bracelet électronique. Donc les courtes peines ont disparu. Donc ce qu'il faudrait d'abord, c'est les rétablir. Et pour les rétablir, que faut-il? Une loi. Et pour faire une loi, que faut-il avoir? Une majorité. Donc vous voyez, je ne doute pas de la bonne volonté de Gérald Darmanin et celle de Bruno Retailleau. Mais ils sont face à un mur qu'ils n'ont pas la majorité pour pouvoir mener leurs actions. C'est vrai que ce tandem à la cohérence idéologique certaine suscite beaucoup d'espoir, on l'a vu dans l'opinion, une partie de l'opinion, en tout cas, chez les policiers. C'est peine perdue, Vincent Roy? Non, attendez, peine perdue, oui, dans la mesure où vous voulez faire des réformes dites de fond, évidemment. Immigration. Il en exprime le souhait, Gérald Darmanin. Immigration, sécurité, justice, oui. Là, il y a rien de possible. Après, sur le reste, vous pouvez toujours faire des directives. Directives que personne ne suivra, puisque vous aurez devant vous des contre-directives. Vous ne pouvez pas imposer au parquet, finalement, grand-chose. Vous pouvez dire, oui, il faut être plus dur sur telle chose, vous ne pouvez rien imposer aux magistrats. Le syndicat Alliance Policiers, pardonnez-moi, Vincent Roy, dit, on espère que Gérald Darmanin parviendra à insuffler la sévérité dans les décisions des magistrats. Alors ça, je voulais vous faire réagir là-dessus, Georges Fenech. C'est très clair. Est-ce qu'on arrive à insuffler une sévérité dans la tête des magistrats? Les juges du siège sont totalement indépendants. Donc, quand il y a des circulaires, c'est pas à eux qu'on les adresse. On les adresse à qui? Au procureur. Or, le parquet, et ça ne se dit pas assez, le parquet est devenu indépendant aujourd'hui. Il y a eu la première réforme en 1993 avec Pierre Ménury qui avait dit toute instruction individuelle dans un dossier serait transcrite dans le dossier. Et la réforme s'est achevée avec Madame Taubira en 2013 quand elle a dit plus du tout d'instruction individuelle. Donc, le garde des Sceaux n'a pas les manettes sur les parquets comme le ministre de l'Intérieur a la mainmise, si je puis dire, sur les préfets. Donc, il lui reste effectivement les circulaires. Vous savez, les circulaires, c'est de portée générale. On les applique, plus ou moins, de bonne volonté. Il n'y a pas, si vous voulez, de vraiment de levier pour un ministre de la Justice. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit prudent quand même dans sa communication. Je vais m'attaquer à ceci, je vais m'attaquer à cela. Et c'est les juges qui décident aujourd'hui. Souvenez-vous, c'est pas si vieux. Souvenez-vous de Madame Taubira. À chaque fois que vous posiez une question à Madame Taubira, il n'avait qu'une formule pour vous répondre, c'était indépendance de la justice. Bon, à partir de là, évidemment, faire passer Monsieur Darmanin de la place Beauvau à la place Vendôme est considéré par le syndicat de la magistrature et par les magistrats de manière générale comme une provocation. Mais c'est pas une plus grande provocation, permettez-moi, une plus grande provocation que d'avoir nommé préalablement Monsieur Dupond-Moretti. Mais vous vous rendez compte, quand on commente ça depuis des jours et on se dit, il y a des Français qui nous écoutent, qui nous regardent et qui se disent, mais en fait, c'est un grand cirque tout ça. Non, mais c'est terrible quand même. Mais c'est pas un grand cirque. C'est pas un grand cirque pour les raisons qu'on a évoquées
pour les raisons qu'on a évoquées au départ. Si vous voulez, tout le monde l'aura compris, nous vivons dans un drôle de pays. Il faut toujours en remonter, et là Jean Garrigue était là il y a quelques minutes, en remonter à ce qui nous constitue véritablement. Or, ce qui nous constitue véritablement, c'est par exemple la Révolution. Vous avez pour l'État, si vous voulez, pour le gouvernement, vous avez deux légitimités. Vous avez la légitimité du vote, c'est, je le répète à l'envi, la légitimité du jeu de paume, et vous avez ce que plaide M. Mélenchon, le chaos, la légitimité de la rue, ce que j'appelle la légitimité de la Bastille. La Révolution, c'est un conflit de légitimité. Eh bien, pardonnez-moi, mais nous y sommes encore. Enfin, ça représente une infime partie de l'Assemblée nationale, hein, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis. Hein. Non, mais l'esprit. Oui, l'esprit entre la légitimité, ce dont on a parlé avec Georges, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas le retour à la parole du peuple, qui est sacré d'une certaine façon, et notamment dans le cadre de la Ve République, vous savez, vous êtes comme un moteur qui est briqué. Vous pourrez rien n'est possible à partir du moment où vous n'avez pas une majorité qui va conduire une politique avec l'assentiment de la parole populaire qui s'est manifestée dans les urnes. Georges Fenech, évidemment, ce que tout le monde répète à l'envi, il va falloir observer maintenant le Rassemblement national. Est-ce que le Rassemblement national a les moyens de refaire une motion de censure sans en perdre quand même en popularité? Les Français en ont assez, donc. Le gouvernement de François Bayrou, il tient que par la volonté de Marine Le Pen. Oui. Il faut le dire. C'est-à-dire que le 16 janvier, le 14 janvier, il y aura un discours de politique générale. Il n'engagera pas la confiance, mais derrière, il peut y avoir effectivement le dépôt. Il y aura une dépôt de motion de censure. Parti socialiste. Par les LFI, etc. Bon. Et si, par extraordinaire, le Rassemblement national estimait qu'il fallait joindre ses voix, Bayrou tombe. Oui. On est d'accord. Bon. Mais est-ce qu'elle ne va pas y réfléchir à deux fois cette fois-ci, Marine Le Pen, quand même? Bien sûr, mais il va arriver un moment où il y aura le budget. Donc ça, c'est probablement au mois de février. Là, on rentre dans le dur. À ce moment-là, est-ce qu'elle n'associerait pas ses voix à nouveau, comme elle l'a fait, pour faire tomber le gouvernement Michel Barnier, sans oublier qu'elle a un parcours, elle a une situation personnelle sur le plan judiciaire qui pourrait aussi l'amener à prendre ce type de décision, pour précipiter une élection, avant qu'elle soit totalement inéligible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le gouvernement de Bayrou est un gouvernement précaire, peut-être en sursis de quelque temps, mais en tout cas, il ne pourra pas durer au-delà d'un certain temps. Georges Fenech vient de le dire, le budget, ça sera évidemment le moment de vérité. Alors là, on est curieux aussi de voir ce qui va se passer. François Bayrou va reprendre a priori plutôt la copie de Michel Barnier. Il va falloir l'amender, cette copie. Justement. Sans quoi, vous voyez bien, Georges, il faut le dire, il faut être franc avec les auditeurs. On est au bout d'un système. Oui. On est au bout d'un système. Là, il n'y a plus de... Ensuite, il n'y a plus... Imaginez, le gouvernement Bayrou tombe. Ah oui. Que se passe-t-il? Oui, mais c'est la vraie question. C'est la question que j'ai posée à Jean Garrigue tout à l'heure. Il n'a pas su me répondre. On sait qu'il a une durée de vie limitée. Là, on est obligé d'attendre, à partir du moment où le gouvernement Bayrou tombe, on est obligé d'attendre, évidemment, la réaction du chef de l'État. Soit... la grandeur gaulienne, oui, c'est ça. Soit un chaos encore accentué d'une certaine façon, avec des milieux économiques qui peuvent réagir de manière diverse et variée. Sauf si François Bayrou répond aux exigences et est suffisamment habile pour répondre aux exigences des deux partis. Dans ce cas-là, il ne tombe pas. Et peut-être qu'il ne fera pas les mêmes erreurs, peut-être que Michel Barnier. Vous êtes à espérer quand même. Dans ce cas-là, ça veut dire, et ça accrédite totalement la thèse de Georges à laquelle je souscris d'ailleurs, c'est que Madame Le Pen tire les ficelles derrière. D'ailleurs, elle a bien dit pour Xavier Bertrand, ce sera non, sans quoi je censure. Et là, peut-être que pour le budget, elle va dire attention, avant que ne soit préparé ce budget, attention, mes lignes rouges sont celles-ci. Il faudra, comme de toute façon, le nouveau Front populaire posera sur le budget vraisemblablement une motion de censure, eh bien, elle dira, attention, les lignes rouges sont celles-ci, et par conséquent, M. Bayrou sera obligé de respecter ce que Mme Le Pen lui dictera. C'est le seul moyen pour que le gouvernement ne tombe pas. Sauf que depuis, il y a eu un changement de ministre qui ne vous a pas échappé. Éric Lombard peut-être être
cet homme de la situation, hein, plutôt rocardien, macronisme, homme plutôt de gauche, qui se revendique de Thomas Piketty, classé à gauche également, qui met la justice sociale en archi-priorité. Est-ce que ça peut faire pencher la balance dans le bon sens pour le gouvernement Bayrou, selon vous, Georges Fenech? Oui, mais moi je ne connais pas ce monsieur Lombard, je ne le connais pas, je l'ai découvert, vous voyez. Comme beaucoup de Français. Comme beaucoup de Français. Je devrais le connaître, à la Caisse des dépôts, mais bon. C'est un homme plutôt discret, c'est un homme de la très haute administration, qui n'était pas là pour faire, évidemment, des apparitions médiatiques. Mais il n'en demeure pas moins, malgré sa connaissance importante du budget de la nation, qu'il ne s'inscrira que dans une ligne politique définie par le Premier ministre. Et donc si le Premier ministre demande plus d'impôts, il va bien falloir qu'il prélève de l'impôt. Il ne peut pas décider par lui-même de ne pas le faire. Il avait quand même vaguement, je dis bien vaguement, involontairement promis à Laurent Wauquiez que dans la mesure du possible, il n'y aurait pas trop de hausse d'impôts. Mais enfin, est-ce qu'on peut vraiment compter là-dessus? Je ne suis pas certain. Moi, je ne sais pas ce qu'en pense Vincent, mais je crois qu'on est à un stade aujourd'hui où malheureusement, les efforts sont nécessaires. Où voulez-vous trouver l'argent? Finalement, si on n'est pas capable de faire des réformes structurelles, taper dans le dur pour la dépense publique, il va bien falloir... Le RN vous dira en luttant contre les fraudes sociales, la gauche vous dira en allant chercher là où il y en a, c'est-à-dire, je cite, chez les riches, parce que c'était leur slogan, on l'a vu sur leur t-shirt de campagne. Moi, je vous réponds, on va toujours chercher l'argent dans la même poche. C'était le mot de cette première fin, puisqu'on va se retrouver dans quelques minutes. Une petite annonce, puisque Michel Drucker vient de fêter ses 60 ans de carrière pour Europe 1 dans un podcast exceptionnel, Destin extraordinaire. Michel Drucker se raconte ses débuts difficiles, ses années Europe 1, ses souvenirs, extrait podcast Michel Drucker, à écouter dès maintenant sur le site et l'application Europe 1. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de nos débats.